parce que depuis l'émergence des jeux de simulation, on ne peut plus avoir d'un côté donc, les fictions que j'appelle mimétiques au sens large, c'est-à-dire les fictions qui imitent le monde à la manière du roman, à la manière du film, à la manière de la pièce de théâtre, du sketch ou autre. Et puis à l'autre bout, des fictions que j'appelle axiomatiques, c'est-à-dire qui sont des jeux abstraits, typiquement les dames, le backgammon, des fictions mathématiques pures, telles qu'on va en trouver dans l'enseignement et la recherche en maths. Ces deux traditions existent depuis l'Antiquité. Dans les deux cas, on a des grands auteurs, on a Platon, on a Aristote, etc. On a des ressources fortes pour travailler sur les deux aspects. Le problème, c'est que ces traditions se sont ignorées jusqu'au XXe siècle, chacun ayant ses spécialistes, ses repères bibliographiques, etc. À partir du XXe siècle, les choses changent, puisque arrivent au milieu de tout ça les jeux de simulation. Le principe d'un jeu de simulation, qu'il s'agisse d'un jeu de plateau, d'un jeu de rôle sur table, d'un GN, d'un jeu vidéo ou autre, c'est d'avoir la volonté de dépeindre un monde, des personnages, une action, du narratif, etc. Et puis un système, un moteur, qui va être un système relativement abstrait, qui va fonctionner avec des dés, des cartes, avec toutes sortes d'éléments qui sont du registre de la fiction mathématique. Donc les jeux de simulation obligent les analystes de la fiction aujourd'hui à envisager cette palette de façon unifiée et éventuellement ensuite à lancer un travail comparatif donc, sur les différentes dimensions. Ma position donc, dans ce milieu-là, c'est une position donc, à la fois de chercheur et d'acteur à toute petite échelle de ce milieu-là, c'est-à-dire que je développe des jeux de cartes, des jeux sur smartphone, j'écris des scénarios de jeux de rôle, etc. Et régulièrement, j'ai droit à des lignes outragées de certaines personnes en disant « mais comment tu peux être sociologue et en même temps avoir des intérêts financiers dans le milieu ?» Alors, bien entendu, tous ceux qui connaissent les intérêts financiers engagés par ces milieux-là relativisent énormément les choses. Et par ailleurs, je conduis une sociologie qui ne m'empêche absolument pas d'être un acteur de ce milieu-là, d'être intéressé par ce milieu-là. Quand j'ai écrit un livre sur le cinéma américain, personne ne m'a reproché d'aimer le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'on aime faire du jeu de rôle, on devrait d'un seul coup avoir à s'excuser. Les théoriciens de la littérature ne sont jamais excusés d'aimer lire, donc il n'y a aucune raison de... Chaque fois qu'on a exposé honnêtement sa situation et qu'on dit voilà, je fais ça aussi, on joue carte sur table, il n'y a pas de raison et d'objection méthodologique majeure à dire je suis à la fois observateur et acteur de ce milieu-là. La question qu'on va aborder ensemble, et je vais essayer d'avancer de manière à laisser du temps pour la discussion dans cette première heure, c'est finalement un aspect assez paradoxal. Est-ce que, quand on fait le tour par exemple des salles qui sont au-dessus de nous, où il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dans des parties de jeux de rôle, est-ce qu'on peut dire que ces gens sont en immersion ? Au sens où différents théoriciens de l'immersion, alors il y en aura d'autres qui seront présentés au fil des différentes interventions, au sens où on a énormément insisté à partir des années 90 sur la notion d'immersion, particulièrement avec une figure qui nous pose problème à nous rôlistes sur table, les GNistes c'est encore une autre question, qui est celle de l'immersion virtuelle. Les gants de réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle, et cette espèce d'environnement qui nous entourerait de façon totale. On a eu des écrits, notamment sur le holodeck, le système de simulation virtuelle de Star Trek. On a eu bien entendu toute la littérature cyberpunk qui a mis en avant des systèmes comme la SimSteam, c'est-à-dire des systèmes de stimulation directement branchés sur les récepteurs, etc. On voit bien que dans l'expérience du jeu de rôle sur table, on est aux antipodes de ça. Donc, pour cadrer les choses, j'essaie de réfléchir à ce que peut être la notion d'immersion en travaillant sur des forces, des phénomènes de contre-immersion. Qu'est-ce qui fait que j'ai beau essayer de plonger dans un univers fictionnel, il y a des forces qui me rappellent
à ce que je suis et au caractère fabriqué et parfois très artificiel de l'univers dans lequel j'essaie de prendre. Je vais mettre en avant deux grandes approches, c'est un peu caricatural, mais c'est pour lancer surtout la discussion. D'un côté, on peut voir l'immersion comme une posture mentale. Alors, je vous donnerai à la fin, dans la dernière diapo, les références des ouvrages. Je suis un peu universitaire, mais ça permet à ceux qui voudraient creuser de se référer directement au livre dont il est question. Donc, dans son grand livre sur la fiction de 1999, Jean-Marie Schaeffer met en avant donc, la question de l'immersion dans la fiction essentiellement comme une posture mentale, c'est-à-dire que lorsque je suis plongé dans un film, dans un livre, dans un jeu vidéo, j'ai une situation d'état scindé entre l'existence du monde réel qui m'entoure et une interprétation donc avec un univers de fiction dans lequel je vais traiter en priorité les signaux qui me parviennent de cet univers, en priorité par rapport à ce qui me parvient de l'univers qui m'entoure. C'est-à-dire quand je suis en immersion en train de lire un livre, mon cerveau est particulièrement occupé à ce qui se passe dans l'univers de fiction et assez peu occupé à me transmettre l'information que je suis toujours assis dans un fauteuil, que je suis toujours en train de tourner des pages ou qu'il fait 19 degrés dans ma maison. Le monde fictionnel prend le pas en termes de priorité de traitement par le cerveau. L'approche complémentaire en termes de posture, c'est l'approche par le vecteur technique, donc qui a été, comme je le disais, fortement soutenu par des gens qui s'intéressaient au virtuel, à des dispositifs effectivement de plus en plus englobants, de très haute définition, de complémentarité des canaux visuels, auditifs, éventuellement de retour tactile ou autre, qui visait donc l'immersion par un effet de transparence du médium, c'est-à-dire le monde de mon quotidien est le plus possible annulé ou minimisé. On fait le noir dans la salle de cinéma, on s'assure qu'il y ait le minimum de bruit, de perturbation, etc. Et l'écran est de plus en plus énorme, le son est de plus en plus en haute définition, et donc je vais avoir technologiquement un monde qui va surgir et s'imposer à moi de façon très forte. L'idéal, donc, c'est ce qu'on appelle la transparence du médium, c'est-à-dire l'idée que finalement je finis par perdre le sentiment d'être dans une salle de cinéma, d'être confronté à un jeu vidéo ou autre. Et c'est ce que les anglophones appellent aussi interface-less interface, c'est-à-dire cette idée d'une interface dans laquelle les choses sont devenues tellement fluides et intuitives que je n'ai plus le sentiment d'être confronté à une interface, j'ai le sentiment d'interagir directement avec l'univers de fiction. Alors bien entendu, quand on prend ces écrits théoriques et qu'on confronte ça à l'expérience du jeu de rôle sur table, on a l'impression qu'il n'y a que de la contre-immersion. C'est-à-dire que, déjà, l'activité jeu de rôle sur table est une activité bruyante, cacophonique. C'est-à-dire que là où l'univers de fiction devrait se présenter de façon parfaitement univoque pour me donner l'impression qu'il est tangible, qu'il est accessible, etc., il ne me parvient que par la parole, et souvent cette parole va être contredite par des joueurs qui vont dire au meneur « Attends, mais ça va pas du tout ce que tu me décris, etc. » Les éléments conflictuels dans l'annonce des intentions des joueurs vont aussi tendre à casser l'immersion. Je fais ça, non, tu fais pas ça, attends, t'es pas sérieux. Donc c'est très contre-immersif d'avoir une expérience qui n'est déjà portée que par la parole et qui en plus n'est pas portée par une parole unique qui aurait un flux continu et qui serait fondé par exemple sur l'expression du roman. Là on a une parole unique, un flux continu, ou l'expression théâtrale, où le gros effectivement du monde extérieur à ce qui est sur la scène nous est dépeint via la parole des personnages, mais où ils ont répété ça pendant des heures pour que ce soit effectivement parfaitement fluide. Au contraire, l'aspect improvisé et largement cacophonique du jeu de rôle a des effets de contre-immersion.
À cela, on constate, dès qu'on tend son micro autour des tables de jeux de rôle, que les joueurs n'arrêtent pas de mobiliser des références extérieures, au point qu'il faut parfois faire la police, c'est-à-dire empêcher effectivement les Monty Python, Camelot et autres références, le Donjon de Nalbuck, etc., de vous parasiter. C'est pas une critique sur les œuvres, hein. C'est effectivement qu'au bout d'un moment, essayer de tenir un univers qui est sa saveur propre, quand on a autour de la table des joueurs qui n'arrêtent pas de mobiliser comme ça ces références extérieures, pas besoin de faire un schéma, vous voyez que c'est effectivement très contre-immersif. Il y a par ailleurs une caractéristique que j'avais pointée dans les Forges de la fiction, c'est que c'est une activité qui est très fortement ouverte aux commentaires. On va au cinéma, à la fin du film, on va commenter. Les gens qui commenteraient pendant, en général, se font un peu reprendre, ça dépend des cultures et des pays, mais les gens qui font du commentaire en direct pendant un film sont pas particulièrement bien appréciés. Au contraire, dans un jeu de rôle, on a régulièrement des commentaires qui peuvent être de nature tactique, hein, genre qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer, ce personnage je le sens pas, qui peuvent être de nature méta-narrative du genre et donc c'est une grosse ficelle de scénario, tu nous aurais quand même pas fait ça. Donc on va avoir régulièrement cette prise de distance qui casse également l'idée d'une appréhension du monde immersive. L'intentionnalité, le fait d'avoir quelqu'un qui est en train de nous raconter une histoire, qui est en train de nous mettre en place des intrigues, est beaucoup plus manifeste que dans d'autres expériences de la fiction où l'auteur a tendance à se cacher. Là, on sait qu'il y a eu un game designer, plus un scénariste, plus un meneur de jeu, ça peut être la même personne sous ces trois casquettes, et le fait que le meneur reprenne régulièrement la parole nous montre que son univers n'est pas mu par une logique, une écologie qui lui serait propre, mais mu par son intention particulière et éventuellement par un script qu'il aura tendance parfois à imposer, s'il n'est pas trop à l'écoute de ses joueurs, à imposer contre les attentes de sa table, qui parfois sont orientées plus vers du roleplay, plus vers des éléments d'ambiance, etc. Bien entendu, là, je suis dans la caricature sur ces différents éléments, c'est-à-dire que vous allez être nombreux, je pense, si vous avez un peu l'expérience de jeu de rôle, 9 ans ou à différents titres, à me dire, on peut avoir des jeux sans meneur, on peut avoir des systèmes partagés où ce sont par exemple les joueurs qui font vivre la ville, ce qu'on a par exemple dans Dirty MJ, la technique de la ville vivante qui est proposée dans cet ouvrage. On a bien entendu bien d'autres manières de mettre les choses en situation. Les mécanismes et la fameuse interface sont particulièrement visibles, c'est-à-dire que là où par exemple dans le jeu vidéo j'aurais tendance à oublier que je suis en train de manipuler une manette, un clavier, etc. Quand on me demande un jet de dés, il faut que je retrouve les dés, que je les jette, que mes yeux cherchent le résultat, qu'éventuellement je fasse la pichenette pour transformer le 3 en 17 avant que le meneur s'en aperçoive. C'est-à-dire que là où l'interface a tendance à se faire oublier et où on demande à tous les ergonomes d'avoir une interface qui soit la plus intuitive, regardez quelqu'un qui installe un nouveau jeu vidéo, sur PC, il a tout de suite les doigts sur ZQSD avant même d'avoir commencé à jouer. C'est-à-dire que le standard est tellement présent que cette interface minimale, ou en tout cas minimisée, intervient fortement pour petit à petit se faire oublier. Et puis, en jeu de rôle, on sait quand ça commence, on a beaucoup de mal à savoir quand ça finit. Et la question de la maîtrise du rythme est un des problèmes majeurs quand on maîtrise ses premières parties, même quand on maîtrise la 100e ou la 200e. C'est vraiment l'une des difficultés sur lesquelles bute le meneur qui est en quête d'immersion autour de sa table, parce qu'il sait que n'importe quel élément de distraction peut amener une digression, peut amener une perte de rythme, un arrêt sur un point de règle, etc., qui fait que d'un seul coup, on va bousiller 20 minutes sur un élément qui aurait dû rester dans la fluidité. Jamais vous n'aurez ça, bien entendu, au milieu d'un film.
sauf chez Mel Brooks, éventuellement, on va s'arrêter pour dire tiens, voyons comment les choses évoluent, on est planté dans l'histoire. Il est quand même très très rare d'avoir ces ruptures de rythme dans d'autres médias. Et d'une façon générale, même si on peint des belles figurines, même si on essaie d'avoir des jolies mises en scène, même si on a acheté l'écran flambant neuf et qu'on a tous bien rempli sa feuille de personnage dans l'esprit, etc., on est dans une expérience qui est d'une très grande pauvreté sensorielle, et surtout, on ne demande pas aux joueurs de chercher à augmenter le degré d'immersion en se déguisant. On va dire, là, on est dans du costume, on est dans autre chose que du jeu de rôle sur table. Le principe du jeu de rôle sur table est vraiment lié au fait que c'est le joueur qui occupe le devant de la scène et pas son personnage. Et qu'on ne lui demande pas d'incorporer son personnage, mais de l'incarner, mais simplement de l'interpréter. Donc, si je regarde les qualités immersives du jeu de rôle, parce que malgré tout, il y en a beaucoup, on a d'abord extraordinaire capacité de description qui n'a aucun équivalent dans les autres médias interactifs, parce qu'on ne bute jamais sur une limite technique ou simplement une limite physique, qui serait celle contre laquelle on bute souvent dans le GN. Au moment où on arrive à la clôture barbelée et on nous dit bah, la fiction s'arrête là. Au-delà, on n'a pas loué cet espace-là. La limite également donc, de détail qu'on va avoir dans le jeu vidéo, la limite d'accessibilité, la porte qui ne s'ouvre pas dans le jeu vidéo. Jamais un meneur de jeu va vous dire la porte ne s'ouvre pas. La porte est simplement peinte sur le mur, c'est une texture. Laisse tomber. Le papier qui est sur le bureau, tu ne peux pas le ramasser, il est simplement inclus dedans. Et la porte de jeu vidéo, on peut l'ouvrir, on peut la défoncer, mais on ne peut pas la dégonder. Un rôliste qui va dire je voudrais dégonder la porte, pas de problème, on va s'adapter. Éventuellement, on va aller chercher un point de règle, improviser un morceau de règle pour qu'il puisse dégonder la porte si c'est son souhait. Mais voilà, les limites dans l'accessibilité du monde et dans l'opérabilité du monde, qu'est-ce que je peux faire avec les éléments de ce monde, sont un facteur fort d'immersion dans le jeu de rôle par rapport à d'autres médias interactifs qui sont finalement très contraints, malgré leur progression technologique, par cet aspect-là. Par ailleurs, l'autre caractère contre-immersif que n'a pas le jeu de rôle, alors que beaucoup d'expériences interactives l'ont, là encore, le jeu vidéo ne peut pas être considéré comme un sommet d'interactivité parce que le jeu vidéo n'est pas interprétatif. C'est-à-dire que lorsque on choisit de faire les choses qualitativement d'une certaine manière ou dans un certain ordre, par exemple, ça n'aura quasiment aucun impact. Je prends un exemple tout simple dans un processus de jeu de rôle. L'un des personnages est en train de perdre son sang. Et pendant ce temps-là, son camarade, qui est le seul survivant du combat, fouille la salle pour voir s'il y a des trésors. Et le joueur, bien entendu, lui dit « mais viens me soigner !» Et l'autre regarde sa fiche de personnage, l'air de dire « ça va, il n'a rien t'arrivé, parce que je connais la règle. Donc je sais que voilà, les limites, les pertes de points de vie sont limitées, il n'a rien t'arrivé, laisse-moi fouiller. » Et bien entendu, le meneur va traiter ça et les joueurs entre eux vont mémoriser ça comme un acte particulièrement révoltant, même si d'un point de vue purement technique dans le jeu, ça n'a aucun impact, alors que dans votre fichier de sauvegarde dans un jeu vidéo, le fait que vous ayez soigné votre camarade ou fouillé la pièce, dépouillé les cadavres avant, n'a pas, à ce jour en tout cas, lieu d'être mémorisé. Alors que là, on sait, pour cet exemple-là, je peux vous dire que 3 séances après, à la même tablée, on avait encore des réflexions sur « ouais, t'aurais pu me soigner avant ». 2 ans après, j'ai une voleuse, à un moment donné, le combat, ils vont défier en chevalier, enfin en duc, qui était son traître, le paladin du groupe le défie, bon, il gagne, au moment de s'effondrer, le gaillard fait juste « maître, je me donne à vous », du coup, je fais toute une description, il se relève en chevalier de la mort, juste à côté, son corps s'est liquéfié, puis sa forme à côté, et son armure lui était envoyée par des armures hurlantes.
Les joueurs vont affronter ça et ils savaient que c'était des tueries parce que j'en fais pour que ça soit des tueries. Et la petite voleuse du groupe qui venait juste de commencer me fait avec un sourire jusqu'aux oreilles. Du fait qu'il est là, le matériel il est toujours là. Donc, précisons que pendant qu'il y a des joueurs qui se faisaient éjecter, geler, maudire et compagnie, il y avait une voleuse qui est venue, qui a fait un baluchon avec la cape, qui a encore embarqué tous les trésors qu'elle pouvait trouver sur les nobles en train de s'enfuir en panique. Et pendant qu'ils finissaient de se ramasser face au gros monstre de fin qui s'est quand même battu, il y avait une petite voleuse à l'entrée qui était là, comme ça et laisse des 2 ans plus tard, il y a encore des réflexions là-dessus. Ah oui, et donc ça c'est vrai que alors même si effectivement en jeu de rôle en ligne, en MMORPG, on peut avoir une certaine mémoire de cet élément-là, ça va être particulièrement dilué par rapport à la mémoire d'un petit groupe qui se forme et qui se forge au fil de ce type d'expérience-là. Et par ailleurs, ça permet, quand le meneur a une certaine sensibilité au style de ses joueurs, d'avoir un monde qui s'adapte à ça. C'est-à-dire que si les joueurs ont envie de jouer en finesse, le meneur va pouvoir adapter la réponse de l'environnement, des adversaires, etc., à une certaine demande de diplomatie, de ruse, etc., et envoyer par exemple des créatures un peu plus intelligentes que celles auxquelles on a pu être confronté éventuellement dans les premières aventures. Je prends simplement les campagnes de Donjons et Dragons 4, celles des premiers niveaux. Lorsque les personnages arrivent à la pyramide des ombres, donc je crois que c'est niveau 8 à 11 ou quelque chose comme ça, vous avez un début où on vous explique que les joueurs maintenant qui sont parvenus à ce niveau-là ont peut-être envie de faire autre chose qu'aller nettoyer chacune des pièces qui se présentent. Et donc on va avoir un donjon un peu plus diplomatique, où éventuellement il y aura des alliances, etc. Donc même dans le jeu qui est souvent pointé du doigt comme étant celui où on meule les adversaires les uns après les autres sans réflexion, eh bien on a ce niveau, et cette proposition qui est faite en tout cas aux joueurs, s'ils le souhaitent, d'avoir un monde qui s'adapte sous cette forme-là. Donc il y a un sentiment de prise sur le monde fictionnel, un sentiment de prise sur l'intrigue, sur éventuellement le genre dans lequel on va jouer, ou le sous-genre dans lequel on va jouer, qui fait que d'une tablée à l'autre, pour des jeux qui sont fortement marqués par des exigences de genre, je pense à Cops par exemple, on en discutait encore tout à l'heure, on peut avoir des expériences très différentes d'un meneur et d'une tablée à l'autre, en fonction justement de ce niveau de prise, à la fois sur l'environnement et sur l'intrigue qui est proposée. J'avance sur un modèle que je vais décrire brièvement. C'est un modèle qui nous vient d'un spécialiste du jeu vidéo, Gordon Calleja, qui a publié en 2011 un livre très intéressant sur justement l'expérience de l'immersion dans le jeu vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous propose un modèle à 6 branches, dans lequel il met en avant différentes formes d'engagement, et à chaque fois il nous dit ça c'est un engagement dans lequel on est obligé d'aller relativement loin pour maîtriser le jeu. L'engagement kinesthésique, c'est-à-dire est-ce que effectivement j'arrive à faire déplacer mon personnage, à le faire agir, à avoir une équivalence, je dirais, entre ce que je fais avec l'interface et ce qui se passe à l'écran. Alors, bien entendu, l'aspect kinesthésique est très, très peu présent en jeu de rôle sur table. Néanmoins, j'ai des belles tranches de terrain, par exemple, avec des joueurs qui se lèvent pour savoir si le coup de batte peut vraiment être porté de telle et telle manière par quelqu'un qui a été blessé à la cuisse droite. Donc ça, je pense que vous avez tous vécu ça, ce moment où les joueurs se lèvent et se transforment, ne serait-ce que pendant 5 minutes, en GNiste, au sens où il faut vraiment que les corps entrent en action pour arriver à trancher un litige ou à se représenter correctement une situation fictionnelle. L'aspect spatial, alors, il est bien entendu très important dans l'univers du jeu vidéo. Il y a vraiment des moments où on va faire du tourisme. Ça, c'est quand même très rare en jeu de rôle sur table. Il y a quand même peu de joueurs qui vont dire là, ce serait bien que tu nous décrives encore pendant un bon quart d'heure la salle, parce que c'est tellement beau ce que tu nous dis. Donc là, c'est un aspect sur lequel je passe relativement vite. En revanche, ce qui est très intéressant chez Calleja, c'est qu'il met en avant
l'engagement partagé comme une forme d'immersion. Et là, le jeu de rôle sur table a énormément de vertus en termes d'obligations, je dirais, mutuelles entre personnages et de souvenirs, effectivement, de réseaux relationnels sur lesquels on peut avoir de la solidarité, de la trahison, de la méfiance, enfin toutes sortes de modalités qui interviennent dans le tissu relationnel, au-delà de la simple complémentarité technique qu'il y aura entre une grosse brute et un jeteur de sorts. On a un engagement narratif qui est lié à l'immersion dans la tension narrative. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quel est le fin mot de l'histoire, etc. Un engagement affectif qui va être lié à des émotions qui dépassent l'aspect partagé, hein, c'est-à-dire simplement je suis redevable à un tel et à tel autre, et qui va être par exemple, l'une des formes affectives les plus récurrentes dans les tables de jeu que j'ai pu suivre, c'est par exemple l'envie de vengeance. C'est-à-dire l'idée que voilà, on a une némésis, alors qui n'est pas nécessairement celle qui était pointée par le scénario, ça peut être parfois simplement quelqu'un qui s'est attiré les foudres du groupe, et à chaque fois que son nom va être mentionné, on va avoir une petite éruption émotionnelle autour de la table qui participe effectivement de ce sentiment d'engagement dans le jeu. Et puis, on a l'engagement purement ludique, et Cagliara en fait une forme à part entière de l'engagement, c'est-à-dire la volonté d'optimiser, notamment en termes de sanctions et de récompenses, en termes d'optimisation du jeu, etc. Il dit on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur les joueurs qui seraient dans l'optimisation, parce que finalement, on est quand même assez peu nombreux à souhaiter jouer en faiblesse, hein, à avoir des personnages dont on veut qu'ils soient particulièrement nuls, inadaptés. On essaye tous, à sa manière, de réussir une partie de ce qui est demandé par l'intrigue. Et c'est une des formes de l'engagement, et vous voyez que c'est un modèle à deux niveaux. C'est-à-dire ce qui est très fort dans l'enquête de terrain de Cagliara sur le jeu vidéo, et particulièrement sur le jeu vidéo en ligne, c'est qu'il souligne à la fois ce qui se passe dans le micro-engagement, c'est-à-dire pendant la partie, pendant la session de jeu, et ce qui se passe dans le macro-engagement, c'est-à-dire dans les discussions sur un forum, dans les phases préliminaires à l'achat d'un jeu, le fait de toucher le jeu, d'aller voir des bandes annonces, d'aller fréquenter les forums pour voir ce qui se dit, etc. Et je trouve très intéressant d'avoir, de la part d'un spécialiste du jeu vidéo, qui à mon avis a une culture ludique qui dépasse très largement le jeu vidéo, ce regard sur le macro-engagement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'expérience de joueur quand on n'est pas en train de jouer. Donc les enseignements que j'en retire, c'est d'abord, on a plusieurs dimensions qui tirent chacune vers sa propre logique. Et tant qu'on est en train d'essayer de maîtriser effectivement un point de règle de jeu, on a quand même du mal à être engagé d'un point de vue émotionnel. Tant qu'on ne sait pas effectivement comment on va balancer ce sort, quand on ne sait pas comment se résout un conflit en opposition sur tel et tel élément, on a une difficulté à être dans un engagement parfaitement uniforme dans toutes les dimensions qui étaient pointées dans le modèle précédent. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a, s'il y a un engagement fort, déterminé, dans une dimension précise, ça se fait souvent au détriment des autres. Lorsque vous avez par exemple une tension narrative très forte, vous savez que si vous mettez en avant les points de règle de façon parasite et inattendue, vous allez bousiller votre tension narrative. C'est un moment où éventuellement, parce que l'histoire avance à toute vitesse et qu'il y a un suspense haletant, etc., c'est surtout pas le moment où il faut ouvrir le bouquin de 300 pages pour aller chercher le petit élément de règle qui va faire qu'on a +2 sur tel jet. Donc ce sont des éléments qui introduisent de la difficulté à décrire simplement l'immersion sur un seul axe, parce qu'il nous dit s'il y a 6 axes, eh bien finalement cette immersion est beaucoup plus difficile à obtenir. L'immersion, si on l'atteint, on va l'atteindre de manière très précaire. Quand on demande à des joueurs à quel moment ils ont ressenti de l'immersion dans une partie de jeux vidéo, de jeux de rôle, de GN et autres, ils vous disent ah, je peux te dire, c'était il y a 8 mois, c'était il y a 4 ans. C'est-à-dire, ils ne sont pas à dire ah, bah, je suis en immersion tous les vendredis. C'est faux. C'est un état qui se produit, qui est mémorable,
qui est précaire, qui est très difficile à obtenir, essentiellement si on suit le modèle proposé par Gordon Calleja, parce qu'il va falloir neutraliser certains éléments. Certains éléments de l'engagement vont être mis entre parenthèses le temps de faire avancer les éléments prioritaires, et éventuellement aligner certaines des dimensions dont il est question, c'est-à-dire qu'au moment où on est effectivement en train de faire avancer des éléments d'intrigue, on est en pleine tension narrative, si en plus on fait intervenir la némésis qui déclenche le plus d'affect, et bien là on peut avoir un alignement de ces différentes dimensions au lieu de les avoir qui tirent de façon contradictoire. Donc pour conclure et ouvrir la discussion, la question du plaisir, qui est une question qu'on ne peut pas éluder d'un point de vue sociologique. C'est pas une démarche contrainte. Personne n'est venu ici avec un fusil entre les épaules, malgré le thème western. Tous les gens sont là de leur plein gré, donc c'est bien qu'il y ait une notion de plaisir qui gouverne tout ça. D'abord, je crois qu'on gagnerait beaucoup dans l'analyse, et à mon sens c'est une des faiblesses de ce que j'avais fait en 2007 sur les jeux de rôle, qui était très centré sur la question de la partie. Je crois que la question de la préparation, de l'écriture, des lectures ou des films qu'on va regarder avant ou après une partie, de tous les prolongements, tout ce qui est rendez-vous avec les joueurs, préparation de partie, etc., tout ça participe de l'engagement, et lorsqu'on est en convention, c'est très net. C'est-à-dire, comptez le temps que vous avez passé à parler de jeux de rôle par rapport au temps que vous allez passer à y jouer, finalement, vous êtes presque autant dans le macro que dans le micro-engagement. Ce qu'on est en train de faire là, c'est du macro-engagement. On n'est pas en train de jouer, et de fait, il y a quand même beaucoup de monde. Deuxième aspect, je crois que la tendance qui consiste à dire l'attrait pour la fiction, c'est un attrait pour l'immersion, est peut-être tout simplement une grosse erreur. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des expériences de fiction pour rechercher autre chose que l'immersion. Et il y a un vrai plaisir de la contre-immersion. Il y a un vrai plaisir, effectivement, de la phrase qui casse tout au milieu d'une phase de jeu, mais qui fait rire toute la tablée. Je prends juste un exemple. On a une poursuite en voiture dans un jeu, un Cthulhu contemporain, avec des policiers en Mississippi, etc. Et ils sont restés en planque pendant des heures, avec des pizzas posées sur la plage avant de la voiture. Et à un moment, on poursuit en voiture, et la voiture pile, et le meneur leur dit « Et à ce moment, vous voyez ?» Et il y a un joueur qui dit « On voit rien, il y a des pizzas sur tout le pare-brise. » Et ça, vous voyez, les 6 joueurs étaient d'un seul coup. Alors, ça a cassé la tension, et ça a bousillé effectivement l'effet narratif. En même temps, ça s'est produit il y a 6 ans, et j'en parle encore comme ça. Donc, vous voyez, cet effet-là fait partie aussi, ce droit de casser les jouets à un moment, fait partie des éléments de plaisir du jeu, même si bien entendu, si on le fait en permanence, c'est difficile de tenir le contrat, je dirais, qui garde les joueurs autour de là. Juste un dernier point, Juste intervenir sur le deuxième, juste une question. Ce plaisir de la contre-immersion, par rapport à la fiction classique, est-ce que tu classerais le fait de regarder volontairement des mauvais films pour s'en moquer dedans? Ah oui, ok, c'est bien ça. Oui, c'est le plaisir du détournement. Dans les théories de la fiction, ouais, c'est ça. C'est Umberto Eco qui a été le premier à vraiment mettre le doigt là-dessus. C'est-à-dire que, et pourtant, on ne peut pas dire qu'il ait fait des mauvais romans, mais il a été le premier à dire il y a un plaisir du détournement, il y a un plaisir du nanar, il y a un plaisir effectivement de la série B, alors qu'on peut en plus complètement incorporer dans les jeux qui se déclinent au second degré. Je pense à Brain Soda par exemple, on est vraiment dans la parodie de jeux de série D ou de série Z. Je ne sais pas si on est dans la parodie ou dans l'exécution, mais de toute façon, je dirais, Willy Fabre a écrit dans ce sens-là. Et donc là, il y a je ne pense pas qu'on joue à ces jeux-là pour être en immersion. Je pense que le plaisir qui est pris à un jeu pleinement parodique n'est pas lié à une recherche d'immersion. Voir le rapport à la fiction sous ce seul angle de l'immersion, déjà, si on construit un modèle un peu robuste de l'immersion, on voit qu'on a plusieurs caractéristiques qui sortent, comme dans le modèle à 6 branches de Calleja. Et par ailleurs,
je crois qu'il y a un plaisir de la réflexivité, du petit pas de côté, de la prise de recul, et de la complicité qu'on a autour de la table à se moquer de la même chose au même moment, tout en admettant qu'on est quand même très très fan. C'est difficile de se moquer de films qu'on n'a jamais vus, donc il y a un plaisir. C'est ce qu'on a du mal à qualifier sociologiquement, mais ce qu'on est tous capables de préciser sous un angle un peu intuitif, quand on dit de quelque chose que c'est culte. Des fois c'est culte parce que c'est extraordinaire, des fois c'est culte parce que c'est tellement catastrophique que c'est devenu culte, mais on s'aperçoit que dans la culture rôliste, ça fait partie des références qu'on retrouve justement en convention avec des gens qui habitent à 700-800 km les uns des autres, mais qui se retrouvent exactement sur la même réplique, sur des espèces d'harmoniques culturelles comme ça, qui font que même s'ils ne se connaissent pas, ils ont globalement vu ou entendu parler des mêmes choses, et ça sort, le déclic se produit quasiment au même moment. Le dernier point, donc, je crois que le plaisir du jeu, de rôle sur table, c'est d'abord des ressources inégalées en termes d'interactivité. Je ne vois pas d'autres expériences interactives, hormis après des jeux narratifs qui sont très proches au final du jeu de rôle. Je pense à Fiasco, je pense à Microscope, à ce type de jeux, mais qui sont pour moi dans la même famille de domaines d'interactivité. Je prends simplement l'exemple, le meneur qui dit il pleut, il neige. Il pleut, ça va. Quand on dit il neige autour d'une table de jeu de rôle, pas de souci. Il se met à neiger, tout le monde imagine qu'il neige. Faites ça dans un studio de jeux vidéo, c'est la révolution. Alors non, pourquoi tu veux qu'il neige? Il va falloir faire de la neige sur les voitures. Non, arrête. Faites ça en GN. Voilà, j'ai rencontré des GNistes à Grenoble qui m'ont dit bah oui, ça il faut qu'on le joue tant qu'il y a de la neige, on va monter à 1000 et quelques pour avoir de la neige pour notre GN. C'est-à-dire, c'est pas du tout anodin. La puissance d'évocation simplement du langage comme vecteur d'immersion dans le jeu de rôle sur table est sans équivalent en termes de capacité d'adaptation, de mobilisation de compétences variées. C'est ce que vraiment j'ai voulu défendre dans l'ouvrage de 2007. Et puis, les possibilités d'innovation tactique, d'innovation scénaristique. Je connais peu de milieux dans lesquels l'innovation peut être à ce point partagée, et notamment dans lesquels il y a autant de possibilités d'échange entre le milieu, entre guillemets, mainstream et le milieu indépendant. Ce sont des milieux qui se touchent en permanence et dans lesquels les effets d'apprentissage, de rétro-apprentissage entre les joueurs, les meneurs, les éditeurs, les scénaristes sont particulièrement fluides. Voilà, je vous remercie, je vous donne les références de ce qui a été cité. Désolé pour l'alphabet qui me favorise outrageusement. Je recommande vraiment le bouquin Caliera, c'est une référence à mon sens incontournable, et les ouvrages de Marie-Laure Ryan qui est une des clés aujourd'hui pour comprendre les questions de fiction, de récit, d'interactivité et d'immersion. Tout ça. Merci beaucoup. Merci. On a un petit quart d'heure là pour les questions et pour le débat, donc allez-y. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit par rapport à l'interface du jeu de rôle. Oui. Donc, tu nous dis que le jeu de rôle a une interface contre-intuitive. Oui. Je pense que c'est un peu le problème du poisson dans le bocal, c'est-à-dire le poisson dans le bocal, il ne capte pas qu'il est dans l'eau. La première interface du jeu de rôle, c'est le langage. Oui. Et c'est sûrement l'interface la plus intuitive et la plus puissante qui soit. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin que le langage performatif en termes d'interface instinctive. Donc le langage performatif, c'est je dis quelque chose et donc c'est fait. C'est ce qu'on fait tout le temps en jeu de rôle. Quand je dis, bon ben j'amasse ma dague et je le plante, j'ai pas eu besoin de le faire. Le fait de l'avoir dit, ça c'est fait. C'est le langage performatif. Je pense qu'à ce niveau-là, on a la meilleure interface du monde. C'est pour ça d'ailleurs que tu dis à un moment... C'est très juste. L'interactivité... Alors, d'où la volonté dans certains jeux, par exemple, je pense à De Profundis de Michel Horax, de faire jouer les joueurs dans le noir et de dire il n'y aura pas effectivement de figurines, de plans, de fichiers, de fiches, etc. Vous êtes dans le noir et il n'y a plus que le langage. C'est-à-dire que là, on est dans le même effet, si vous voulez, que quand on fait le noir dans la salle pour éclairer la scène,
C'est-à-dire qu'on a un effet immersif parce que on fait de noir dans la salle pour éclairer ce qui va se passer dans la tête des gens et pour créer une situation très proche de l'immersion dans le roman. Et de ce point de vue-là, je prenais l'exemple effectivement de la parole performative Il neige. On a la liberté du romancier. Là où, dès qu'on est dans le GN, par exemple, on commence à avoir les contraintes du théâtre. Il ne s'agit pas de dévaloriser l'un au profit de l'autre, il s'agit simplement de tenir compte des contraintes d'immersion des uns et des autres. C'est-à-dire, dès qu'on est en GN, c'est ok, comment on va faire ça? Il faut combien de personnes? Léonard de Vinci qui donne des missions à tout le monde, ça veut dire qu'il va rester debout pendant 8 heures, il va falloir le ravitailler. Enfin, on a des questions logistiques qui se posent de façon très immédiate dans l'organisation d'un GN, tandis que cette puissance effectivement de la parole est effectivement sans équivalent dans notre histoire culturelle. Après, je pensais au dispositif ordinaire du jeu de rôle qu'on va avoir effectivement à quasiment toutes les tables. Oui, même s'il y a d'autres manières de faire, on a encore des papiers, des crayons, des dés qui supposent effectivement de poser le regard dessus. Et puis on a cette pratique extraordinaire de la mise en situation graphique avec les moyens les plus artisanaux possibles. C'est-à-dire on va avoir d'un seul coup une horde de gobelins qui va être représentée sur la table avec des curlis qui vont... on a tous eu cette situation-là, où le pépito devient une table de bar, le curly devient un adversaire, etc. Et malgré tout, on a besoin parfois de faire du placement tactique. Moi j'ai autant apprécié ces moments d'optimisation tactique où on dit tiens tu lui envoies une flèche, etc., que les moments de pure immersion par la parole et de jeu purement narratif. Je crois qu'on ne peut pas jouer une dimension du jeu de rôle contre une autre. Je ne sais pas quelle dimension du jeu de rôle contre une autre, juste de faire remarquer qu'en fait, on parle souvent du dé, des fiches, des stats comme le moteur de jeu, mais le moteur de jeu c'est vraiment la parole. Si on regarde une partie de jeu de rôle, si on l'enregistre, je suppose que tu l'as déjà fait, etc. On est bien d'accord, finalement, l'accès aux dés, l'accès aux fiches, l'accès à la technique est rare. Ça tient plus de la présence d'un mini-jeu ou d'une cutscene dans un jeu vidéo. 90% de la partie, c'est du langage. Et d'ailleurs, quand le jeu lui-même, quand les règles du jeu deviennent très lourdes, trop lourdes pour la table, on le voit à la table, ce jeu se transforme tout doucement en freeform. On va de moins en moins avoir accès aux règles, les fiches de personnages vont de plus en plus servir d'inspiration et de moins en moins de références techniques. Et au final, on va faire c'est les fameux rôlistes qui disent on a fait une campagne géniale, pendant 4 séances on n'a pas acheté les dés. Là c'est du freeform. Et le freeform ça se joue uniquement à la négo et au langage. Alors ça c'est valable uniquement sur des joueurs qui connaissent les règles et qui connaissent l'univers. Eh bien pas nécessairement, figure-toi. Ouais, justement, au contraire, j'ai envie de te dire que le freeform, c'est la façon idéale pour enseigner le jeu de rôle à quelqu'un. T'es en train de monter une route de montagne, il y a une bagnole qui est crachée dans le fossé, tu vois un bras qui bouge, qu'est-ce que tu fais? Sérieux, qu'est-ce que tu fais? Ça bouge encore? Ouais, ça bouge encore. Je fais un feu, je le fais cuire. Et ben voilà, tout de suite t'as une réaction. Et on peut jouer des parties, il y a plein de gens, on fait 5 heures. C'est du freeform parce qu'on s'est pas rangé à l'avance qui allait être le MJ, il va peut-être me rétorquer une autre question et on va peut-être partir. Alors, voilà. Se pose le problème quand même dans ce type d'expérience-là, de l'arbitrage, au sens qu'est-ce qui est encore possible ou pas? Est-ce qu'on peut tout arbitrer au vraisemblable? Et est-ce que le meneur n'a pas parfois besoin d'un jet de dés déjà pour se surprendre lui-même? Qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde a raté son jet pour ouvrir cette porte, et derrière la porte se trouve l'indice. Donc le dé a cette vertu, je dirais, d'introduire des ressorts narratifs qu'on n'avait pas envisagés, de créer des moments très mémorables. On a tous des souvenirs qui sont liés à des symboles majeurs ou autres. Et par ailleurs, la grande vertu qui est de trancher entre des joueurs qui, au-delà de leur expérience de la règle et de l'univers, peuvent être en tension les uns avec les autres sur des jeux qui sont quand même fortement orientés quête, trésor, etc. La règle a aussi cette bonne vieille fonction ludique qui est de mettre les gens d'accord
tranche sur cet aspect. Bon, c'est comme il disait, il me semble, Gygax, que les règles, c'est ça de structurer l'univers, et elles sont construites pour lui et pas l'inverse. Oui, mais le problème qui est posé par la règle en tant que vecteur d'immersion, c'est d'ordinaire, dans toutes les autres expériences de fiction qu'on a, on sait que les univers sont régis par des règles, et ces règles sont là pour se faire oublier. Et le jeu de rôle est le seul mécanisme qui garde encore ses entrailles, son moteur visible. C'est une espèce d'écorché, c'est-à-dire qu'on a à la fois la voiture qui tourne, et en même temps, on voit la mécanique à l'œuvre, alors que dans la plupart des expériences interactives, on essaye de cacher ça, ou de permettre un apprentissage uniquement par l'expérience. Typiquement dans le jeu vidéo, j'ai souvenir de jeux vidéo des années 80, où tu commençais par lire 40 pages de texte pour savoir t'en servir. Aujourd'hui, celui qui se pointerait dans un studio et qui dirait on va faire un jeu avec un livret de 40 pages, je pense que sa carrière se terminerait bien vite. Donc aujourd'hui, on va avoir toute une phase de prise en main du jeu par essai et erreur pour petit à petit avoir la maîtrise complète de l'interface, en tout cas la maîtrise optimale de l'interface. Et le jeu de rôle, je ne pense pas que ce soit appelé à disparaître. Il y a effectivement une maturité qui peut se produire dans certains groupes qui fait que petit à petit ils arrivent à s'approcher de la règle. Mais je ne pense pas que la règle soit un état je dirais ancien ou abattardi ou autre du jeu de rôle qui soit nécessairement à dépasser. Quand on va vers du freeform, on va vers autre chose. Moi j'y vais avec effectivement grand plaisir. Quand j'avais 14 ans, j'y allais peut-être pas avec le... Donc il y a des âges, des styles de jeu vers lesquels on se tourne. Et effectivement, j'ai jamais eu l'occasion de faire de l'initiation avec du freeform, mais ça doit être quelque chose de passionnant. Je termine avec ça parce que je voulais absolument pas commencer à faire un dialogue public en fait. Mais je dis pas en fait, je dis pas que le freeform est supérieur ou quoi, je dis juste que c'est un bon indice de savoir si le jeu qu'on a choisi convient ou non à la table. Ouais. Si on joue les règles du jeu, c'est que le jeu convient, c'est qu'il colle à ce qu'on veut raconter, à ce qu'on veut faire, au type de plaisir que la table recherche. Si on commence à s'éloigner vers le freeform, c'est que le jeu ne convient pas. On aurait peut-être dû choisir un autre jeu. Ouais. Moi, ces dernières années, j'ai surtout fait de l'initiation, j'ai eu l'occasion de faire de campagne, mais j'ai remarqué une chose, un minimum de règles, ça permet vraiment aux personnes qui ne connaissent pas du tout de rentrer dans quelque chose. Première fois que quand on était jeune, on a joué au Monopoly, on a appris les règles. En fait, j'ai mis moi-même au point un petit système pour l'initiation, mais incroyable le nombre de personnes après qui continuent, qui achètent quelque chose, alors que quand je commençais à initier sans règles un peu à la Watergate, il n'y a personne qui a continué. Je dis, il y a quand même quelque chose, quand même leur montrer où c'est qu'ils peuvent, par quel bout ils peuvent attraper le morceau. Mais bon. Initiation avec quel groupe d'âge? Parce que les enfants, ils adorent les règles. Oui, mais ça va de mes enfants qui ont, la plus petite, elle a 8 ans, jusqu'à des personnes qui ont 45 ans. J'ai eu toutes les tranches d'âge à la table d'initiation. Bon, c'est vrai que je fais aussi du jeu de rôle depuis bientôt 30 ans, mais je veux dire, un minimum de règles pour aider l'interface parole, il n'y a pas mieux. Enfin, après, c'est mon expérience Je prends personnelle. juste l'expérience que j'ai eue sur Adventure Party. Au départ, Adventure Party, c'est un collectif donc, qui s'est formé autour des 12 singes. Et il m'avait posé la question, est-ce que tu veux écrire un peu dessus? Moi, j'étais un peu dubitatif. Et il m'a envoyé la maquette. Et j'ai fait jouer mes enfants. Et le plus petit des trois n'était pas encore lecteur. Donc c'était sa sœur qui lui lisait les cartes, qui étaient du prototype, pas très élégant. Et pendant 2 heures, ils n'ont pas décroché, y compris le petit qui, à 5 ans, le niveau de concentration qu'on peut avoir sur 2 heures, c'est quand même pas garanti. Et à l'issue de la partie, ils sont montés dans leur chambre et ils ont redémarré une partie, un Adventure Party Pokémon. Enfin, pas la licence, mais c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Et dans la suite des vacances, ils ont joué facilement 30-35 heures à leur Adventure Party Pokémon. Et le principe effectivement d'Adventure Party est d'avoir un système de règles très très simple. On lance un D6, on réussit. Et je crois que le fait de lancer les dés et d'avoir un verdict très immédiat, d'avoir des cartes qui nous disent exactement ce qu'on peut faire, c'est-à-dire avoir des temps
d'explications de règles qui sont réduits à 3 minutes. Je veux dire, vraiment, en 3 minutes, on a son personnage, la partie démarre. C'est pas moi qui ai fait le système, donc j'en suis d'autant plus l'avocat que j'ai rien à vendre dans l'histoire. C'est Frédéric Henry et Franck Place pour les remercier. Ça a vraiment produit un déclic. Et c'est vrai que sur un mode peut-être moins ludique au sens réglé, au sens simulation réglée, avec des jets de dés, du matériel, etc., le déclic ne se serait pas produit avec la même puissance. C'est-à-dire que là, il y a eu un effet de conversion que je n'attendais pas aussi fort, et aussi précoce. Je me permets juste de dire, il reste encore 5 minutes, donc je pense qu'on va prendre, il y avait 3 questions là-bas au fond. Une forêt de doigts qui s'est levée. L'idée de partir, entre parenthèses, en free... Comment ça Au s'appelle ? freeform, j'appelle ça du freeform. En freeforge pour tester le système. L'idée est intéressante, mais je dois avouer que plus on arrive, justement comme vous le disiez, les enfants aiment bien les règles, plus on n'arrive pas, plus en fait, moi en tout cas je distingue deux catégories, soit ceux qui vont aller jusqu'au bout pour tester où sont les murs, ou alors ceux qui au contraire n'oseront pas dépasser entre parenthèses les cadres de leur idée, j'ai envie de dire, du personnage. Mais de ce côté-là, c'est un peu dur de faire la part au milieu, avec le freeform. Avec le freeform, bah, non, c'est-à-dire que... Parce que ça peut aussi bien brider quelqu'un qui, avec un système, qui en connaissance d'un système, verra jusqu'où il peut aller, au lieu de se limiter lui-même, ou alors justement posera des limites à quelqu'un qui au contraire voudrait jouer Superman au milieu de la bande de... J'aurais absolument pas dû parler de ça parce que ça va servir de paratonnerre, ça complètement va réciter toutes les choses super intéressantes qu'il a dit sur l'immersion. Mais je vais juste répondre en vitesse. Je sais déjà plus ce que je veux dire. Si, enfin voilà, le freeform, je ne considère pas non plus que c'est la panacée ni rien. C'est juste que c'est une méthode de jeu qu'on utilise sans arrêt, sans s'en rendre compte. Et que c'est un jeu, c'est déjà un plaisir. C'est déjà le plaisir d'arriver à se mettre à trois autour d'une table et à construire une histoire ensemble, sans qu'elle se casse la gueule. C'est déjà un plaisir, c'est déjà un feedback, c'est déjà une interface, c'est déjà des règles qu'on va se forger au fur et à mesure. Et je ne sais plus du tout, je voulais en dire en fait. Oui, voilà, merci. Pour finir de répondre à votre question, la réponse à ce genre de choses, où est-ce qu'on doit situer la complexité de la règle, c'est toujours une question d'interface. Alors, dans mon petit bout de segment, j'y reviendrai de manière plus complète, mais si les enfants, et si même nous, on aime les règles et les trucs qu'on peut manipuler, les jetons, etc., c'est parce que ça permet non seulement de matérialiser ce qu'on est en train de faire, mais de nous donner un moyen, une poignée pour l'attraper et faire joujou avec. Ce dont on a besoin en jeu de rôle, même quand on a des règles extrêmement abstraites, c'est une poignée par laquelle les attraper pour pouvoir faire joujou avec. Si vous avez quelqu'un qui est suffisamment imaginatif pour pouvoir faire joujou avec n'importe quoi, même quand la poignée elle est virtuelle et qu'elle n'existe pas, et qu'il est obligé de se l'imaginer lui-même, il va se démerder. Si vous avez besoin de choses beaucoup plus concrètes, simplement pour une question de personnalité, ça marche aussi. Et après, ça peut être une pure question de goût. Il y a des fois où on a des tas d'idées qui ne s'en mancheraient pas si on fournissait une interface qui soit trop stricte en termes de jeu, et qu'on pourra par contre exploiter pleinement d'ASKS, etc. Alors, je fais une petite différence entre le freeform et l'ASKS, on pourra en discuter longuement parce qu'en fait le jeu de rôle est encore un domaine où on n'a pas du tout fini d'établir le lexique, donc discuter sur les termes longuement, mais vraiment c'est une question d'interface. C'est d'avoir suffisamment pour s'amuser, et suffisamment pour s'amuser, c'est déjà au bas mot un moyen d'attraper le jeu. Je me souviens ce que je voulais dire. En fait, le plaisir du jeu de rôle, je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord, c'est de raconter des trucs intéressants ensemble. Je crois que personne... Et finalement, tout dans ce qu'on va foutre sur la table, le bouquin de règles, les fiches de perso, les dés, les cartes d'aventure, le scénario que tu vas acheter, le jeu de paravent, tout ça ne sert qu'à une chose, à donner de l'inspiration aux gens autour de la table pour raconter des trucs intéressants. Voilà. Donc oui, c'est bien, et oui, on peut s'en passer, et oui, s'en passer n'est pas mal, ou mieux, ou... Enfin, moi, généralement, je suis dans tout l'un ou tout l'autre, c'est soit je m'amuse à faire des freeform avec des potes, soit on joue by the book, vraiment stricte règle. Donc voilà, c'est pas nécessairement une question de qualité, ou d'évolution, ou d'expérience.
Juste un petit mot sur ce qui vient d'être dit. Je crois que dans la problématique de l'initiation n'est pas nécessairement d'avoir des joueurs satisfaits. C'est d'avoir des joueurs qui savent quoi faire après. C'est-à-dire que le nombre de manières de faire repartir 5 ou 6 personnes littéralement enchantées d'une belle histoire qu'on leur a exposée, d'une aventure, etc. Ça, c'est assez inépuisable. Après, la vraie problématique qu'on a, notamment si on veut arrêter de parler de génération sacrifiée. On a effectivement une vraie difficulté. J'ai vu peu d'adolescents dans les dernières conventions que j'ai pu hanter ces derniers temps. Donc, si on veut avoir une certaine conquête, entre guillemets, d'un public adolescent, c'est pas simplement lui dire tiens, viens dans la bibliothèque, dans une soirée jeu, etc. On va passer un super moment. Et il passe effectivement un super moment et il ressort enchanté. C'est lui dire tu peux toi aussi. Et là-dessus, il y a des mécanismes de règles et des mécanismes d'écriture simples permettent d'obtenir ce déclic qui est effectivement je monte dans ma chambre et avec mon univers de référence à moi, qui n'est peut-être pas celui du papa, peut-être pas celui de l'animateur de bibliothèque, etc., on va pouvoir lancer quelque chose dans le quart d'heure qui vient. Et ça, c'est vrai que où on va pouvoir s'acheter ceci ou cela. La vertu qu'avaient des boîtes d'initiation, ça fait un peu ancêtre, mais des boîtes d'initiation comme l'œil noir ou autre, c'était effectivement qu'est-ce que je vais faire pour lancer ma partie. Et on était dans des kits tout faits, un peu pacotille, etc. Mais ça fonctionnait bigrement. Je pense qu'on va peut-être arrêter ici pour cette intervention. Olivier, merci beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres questions qui vont venir, qui pourront probablement être posées dans les interventions des autres intervenants. Ansgar, merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Je m'excuse d'être